Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki pour cette nouvelle interview où l'intervenant d'aujourd'hui est sans doute celui que vous m'avez le plus réclamé. Ça faisait longtemps qu'on évoquait le projet avec lui et ça y est, on a tourné les images. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'interview d'Andy Booth. Alors avant de commencer, au cas où vous ne connaîtriez pas Andy Booth ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, j'avais fait il y a maintenant quelques années une vidéo pro pour faire son portrait, pour vous le présenter. C'est une vidéo qui a un petit peu vieilli puisqu'elle était vraiment au tout début de la chaîne. Pour autant, ça permet de connaître un petit peu mieux son parcours et qui il est, donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo. Comme d'habitude, je commence par vous envoyer le minutage où vous pourrez voir toutes les questions que je vais lui poser, les sujets qu'on va aborder, à quel moment de la vidéo on va aborder ces sujets justement. Donc je vous laisse le minutage et ensuite on rejoint Andy Booth. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview où aujourd'hui je suis accompagnée d'Andy Booth. Donc bonjour Andy. Bonjour. Merci de me recevoir ici au domaine de Pinsac. Bon plaisir. Donc du coup, pour cette interview, on va commencer par une question toute simple. Toi, dans ta formation, tu as eu Pat Parelli comme mentor. Pourquoi est-ce que ça s'est fait avec lui plutôt qu'un autre ? J'ai vu une démonstration de Pat en 1989. C'est la première année après que j'ai quitté l'école. Et c'était dans un petit espace pas loin de là où j'étais. Et j'ai regardé les démonstrations. À l'époque, Pat, il mettait en place une démonstration qui était Pat Parelli contre le cheval difficile de votre ville. Et c'était des affiches et tout ça. Je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il peut faire, cet Américain, voir si c'est intéressant ou quoi. Et c'est la première fois où j'ai vu un discours vraiment lucide, vraiment clair sur ce n'est pas ce que vous faites, c'est le moment que vous arrêtez de le faire. La pression va motiver le cheval, le relâchement va éduquer le cheval. Et que c'était un débarrage où j'ai vraiment vu que le cheval était dans la compréhension de la situation et pas juste dans une forme d'immersion ou manque de compréhension totale, un petit peu perdu et fuite. Et j'ai trouvé le discours et aussi l'efficacité de la démo très très intéressant. Suite à ça, j'ai regardé, je savais que lui aussi, il avait un mentor, comme je pense que en général tout le monde qui réussit a un mentor. Et c'était Ray Hunt, donc quand Ray est venu en Australie, c'est depuis les années 70 que Ray il est venu régulièrement. Donc j'ai parti regarder un stage avec Ray, j'ai trouvé ça intéressant, peut-être plus ciblé sur le cheval que sur les humains, où Pat il avait un vrai talent avec les humains. Et aussi, quelques années plus tard, à partir de 92-94, Pat a mis en place une formation pour les gens, que j'ai trouvé très intéressant. Il est venu assez régulièrement en Australie, bizarrement. Je crois qu'il y avait une petite blonde qui a trouvé très intéressant, qui est plus tard devenue Linda Parelli. Et donc, il est venu régulièrement et grâce à la pédagogie de Linda, il a mis en place un vrai système pédagogique que j'ai trouvé très intéressant. Donc, j'ai vu un vrai avenir de devenir instructeur pour lui, où je vais accéder à son connaissance, mais aussi ce système pédagogique, où je me suis dit, si je ne deviens pas agriculteur, ça c'est un métier que je peux trouver très très intéressant. Au fil des années, je me suis dit, en fait, ce que lui il fait, je préfère de faire ça qu'être agriculteur. Donc, je me suis dit, je vais suivre cette mentor pour les années qu'il faut. Et après, me lancer dans ce métier. Mais je trouvais que c'était le mélange de deux compétences, ou plusieurs même. La compétence avec le cheval, la compétence pédagogique, la capacité d'expliquer et de le faire. Parce que je connais les hommes de chevaux, j'ai vu les hommes de chevaux. Honnêtement, et je pense que
Pat n'a aucun problème avec cette phrase, qu'il y a des gens qui sont mieux avec le cheval que lui. Il dit lui-même, je ne suis pas le meilleur homme de cheval du monde. Mais il a la pédagogie. Mais il a la pédagogie qui va avec. Il y a des autres qui peuvent enseigner, mais quand il n'y a pas le concret, le travail derrière, c'est toujours difficile de savoir si c'est juste. Il pouvait faire, il pouvait expliquer. Et en plus, il y avait des supports vidéo, il y avait vraiment un support pédagogique qui était très intéressant. Avec un système, avec une méthode, avec un cursus qui était vraiment fait pour le genre. Donc, je me suis dit, ça c'est plus pour moi. J'ai trouvé des autres hommes de chevaux, notamment Ray Hunt et Buck Brannaman et des autres très, très intéressants. Mais j'ai trouvé que Pat, c'était le système dans lequel je pouvais me permettre d'avoir un avenir plus intéressant. Alors aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que tu es en France et du coup que tu enseignes en France. Qu'est-ce que tu constates à propos de l'évolution de l'éthologie et de l'équitation éthologique en France depuis une vingtaine d'années? Je pense que le mot équitation éthologique n'est pas aidé, le démarrage. Ce que j'ai amené des États-Unis à l'invitation de Gerard de la Sens, c'était le horsemanship, la compétence d'un homme de cheval. La fédération était intéressée, la fédération équestre française était intéressée par le concept. Donc, il y avait plusieurs directeurs techniques qui ont venu faire des stages. On trouvait l'idée très, très intéressante de former les futurs hommes de chevaux, mais ils ne voulaient pas utiliser le mot horsemanship. Donc, le mot équitation éthologique a été choisi et je trouve que ça. Moi, personnellement, j'ai envie d'être un homme de cheval, mais je n'ai pas envie d'être un éthologue. Je ne suis pas un scientifique. Ça reste deux choses différentes. Et je me suis dit, ça s'enlève un petit peu l'inspiration de faire ce sujet parce que tout le monde a envie d'être un homme de cheval, mais tout le monde n'a pas envie de faire l'équitation éthologique. Je trouve aussi la structure de l'équitation française, c'est particulier à comparer à chez moi en Australie ou aux États-Unis. Et il y a des disciplines. On fait le CSO ou on fait le dressage ou on fait... C'est très segmenté. Et c'est assez segmenté. Et l'équitation éthologique est devenue une activité séparable des autres équitations. Alors que ça ne devrait pas. Ça, c'est assez catastrophique parce qu'il ne fallait absolument pas que l'équitation éthologique était vue de quelque chose de séparable de l'équitation. Donc, je pense que cet aspect-là, le nom, le fait que c'était segmenté, le fait que ça peut être vu comme quelque chose de séparable de l'équitation, c'est deux choses qui n'aident pas ou qui n'ont pas aidé au début. Les avantages d'avoir choisi le mot équitation éthologique, honnêtement, si ce mot n'était pas choisi, je n'aurais dû jamais aller vers la science. Et finalement, je trouve la science passionnant. Et ça aide énormément dans la pédagogie, d'expliquer scientifiquement le processus qui sont en train de se passer. Ça efface énormément, ça donne un vrai argument contre l'anthropomorphisme. Et je trouve que dans mon propre boulot, on a discuté récemment et je disais que je retrouvais de vieux vidéocassettes de le travail que je faisais il y a 10-15 ans. Et je trouve que depuis, j'ai mieux intégré la science, que mon travail est beaucoup amélioré. Ma compréhension du cheval, mon interprétation des situations. Donc, je trouve que la science, c'est un vrai plus. Donc, je suis contente qu'on fait l'équitation éthologique et à la fois pas contente parce que je me suis dit, je préfère que ce soit horsemanship, mais je suis contente d'avoir trouvé la science. Que ce soit séparable de l'équitation, c'est sûr que ça n'aide pas l'évolution. Nous, on est sur 60 000 followers et tout ça. C'est difficile de traduire ça sur quelque chose de concret, mais déjà d'avoir 60 000 personnes dans le monde équestre intéressées par ce sujet, intéressées par Horseman Science, intéressées par l'équitation éthologique, je trouve qu'il y a peu de gens qui savent, mais au début des années 2000, j'ai mis en place Equifil. J'ai un petit peu inventé avec l'aide d'autres personnes, j'ai inventé Equifil. Et je vois, c'était très lent au début, mais petit à petit, il y a plus l'intérêt.
c'est pareil, c'est dommage d'avoir équifile séparable Oui. de CSO, par exemple. Tout cavalier de CSO devrait être capable de mettre son cheval dans le vent sans problème. Tout cavalier de dressage devrait être capable d'attacher son cheval sans quitter au renard. Toutes les disciplines équestres devraient être capables de manipuler, longer, doucher, faire tous les soins avec son cheval sans que ce soit dangereux. Donc, de rendre les choses séparables, ça freine l'évolution, mais je trouve que ça bouge. Et plus en plus, je commence à avoir les idées de comment on peut avancer le sujet un petit peu plus. Au début, c'est difficile. Si on est sur un schéma. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une conférence avec quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Mike Horn, un aventurier qui est en train de traverser vers le pôle Nord récemment. Et il dit, j'aime bien d'être là où personne n'était avant, de marcher sur un schéma qui n'est pas sur la carte. Et je trouve qu'avec l'équitation éthologique, on est embarqué sur un schéma, c'était nouveau, il n'y avait pas un précédent. On pouvait dire, dans le passé, ça marchait comme ça. Donc, on est parti vers quelque chose, on a fait les essais, on a fait les erreurs. Mais je trouve que ça avance dans le bon sens. Parfois, on est parti vers le sport d'autres niveaux pour voir est-ce que ça va tirer les gens plus. On essaie de trouver la communication idéale pour que les gens voient que c'est inséparable de l'équitation et avec cette grande espoir qu'un jour, ça fait partie intégrante de l'équitation. Et est-ce que tu vois des différences vraiment sur le terrain, les stagiaires, pendant les cours, aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans quand tu as commencé avec les premières personnes? Il y a des concepts de mots que j'entends maintenant qu'on n'est pas... Il y a 10 ans, on parlait de désensibilisation. Ces mots n'existaient pas. Personne ne parlait de ça. Il y a 10-15 ans, de mots comme connexion. Personne ne parlait d'une connexion avec un cheval il y a 15 ans. Donc, je trouve que dans le discours, même les gens qui ne connaissent pas forcément le sujet, mais dans le discours, il y a l'éthologie a laissé un trace, a intégré un petit peu dans l'équitation. Je pense que le mental du cheval a devenu quelque chose sur lequel les cavaliers sont plus en plus conscients que si le cheval est dans le stress, s'il est dans la fuite, les deux souvent travaillent ensemble, que ça provoque des fautes. Et j'espère aussi qu'il y avait une réalisation bientôt, une compréhension bientôt, que ça mène aussi les accidents, parce que c'est une vraie problématique dans le milieu équestre, les accidents assez graves, où on peut tout à fait améliorer des casques, on peut améliorer les airbags, on peut changer les obstacles, on fait ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est des manières de mettre une éponge sur les inondations. Le problème, c'est la fuite. Donc, essayer d'adresser la problématique, c'est que souvent, les chevaux ne sont pas assez bien éduqués, et dans la fuite, et dans le stress. Le cheval n'est pas lucide, il fait les erreurs, ça mène les accidents. Donc, je vois que les gens réfléchissent de plus en plus. On a, nous, quotidiennement, 4-5 personnes par jour qui disent « j'ai un problème avec un cheval, est-ce que vous pouvez aider ?» Le problématique que je vois dans ces communications, c'est que les gens pensent encore que le problème, c'est le cheval. On n'est pas encore dans une époque où les gens réalisent que le cheval, c'est le produit de son éducation, que l'humain est 100% responsable pour l'éducation de son cheval, que le cheval ne porte aucune responsabilité dans son éducation. Et pendant qu'on est dans cette optique que j'ai un cheval facile, j'ai un cheval difficile, j'ai un cheval à problème et toutes ces choses-là, on va toujours être un petit peu bloqué sur la manière d'intégrer ce sujet. Le jour que les humains comprennent que le cheval, c'est le résultat de l'éducation que je mets sur mon cheval, à ce moment-là, les gens vont devenir plus intéressés. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a une remise en question générale à faire sur l'équitation pour dire pour avoir le bon cheval, il faut avoir la bonne information, il faut faire le bon travail. Et pour l'instant, tout le monde n'est pas la bonne information. Il y a encore beaucoup d'anthropomorphisme. Il y a encore les gens. Je pense que si on pose la question sur le milieu équestre actuel, est-ce que vous pensez qu'un cheval peut faire une bêtise? Il y a quand même une grosse partie de la population qui pense qu'il pouvait, qu'il est tout à fait capable de faire une erreur exprès. Est-ce que le cheval est capable de faire son cinéma ou faire exprès, de faire semblant, tu sais? Est-ce qu'il est capable de faire exprès? Et je pense qu'une grosse partie de la population va quand même aujourd'hui dire « Oh ben oui », mais en fait, pas du tout. Donc, il y a quand même une remise en question générale à faire sur l'équitation. Et à partir de ça, peut-être amène cette compréhension. Alors, l'enseignement et la transmission, c'est vraiment ta vocation, c'est ce que tu fais tous les jours. Pourquoi ça? D'où est-ce que ça te vient?
Je pense que quand j'ai vu la passion avec laquelle Pirelli à l'époque était en train d'enseigner et le fait qu'il est tellement convaincu qu'on peut tous faire mieux avec le cheval, mais il faut que ça démarre par l'homme. Et il enseignait avec une passion qui était palpable, qui donne envie. Et je me suis dit, cet métier-là, ça m'intéresse. À un moment ou un autre, je pense qu'on pose tous la question, c'est quoi ma raison d'être? Je suis là pour faire quoi? Je dois exister pour une raison. Ça ne peut pas être tout juste un accident. Et je me suis dit, en fait, j'adore ce sujet, ça me passionne énormément. Et je sais que c'est pas en changeant le cheval qu'on change le milieu équestre. Il faut changer les humains. Au début, peut-être, j'étais sur la piste, je vais débourrer et éduquer plein de chevaux. Ça ne change pas grand-chose. Mais il faut que je change beaucoup des humains, une grosse partie de la population humaine, des cavaliers, et eux, ils peuvent changer le milieu équestre. Donc, le fait de contribuer, le fait d'amener quelque chose, un changement, ça me motive énormément. J'ai une partie de ma nature qui aime bien, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai développé, c'est difficile de dire. Mais j'aime bien de mettre le micro, j'aime bien d'être dans le public. Les gens pensent que c'est facile, ce n'est pas facile, mais j'aime cette partie-là. C'est un apprentissage aussi pour toi? C'était un apprentissage, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais quand j'ai réussi ça, j'aime. Quand j'ai fait une bonne démonstration, je suis très contente. J'adore de faire, et je sais qu'il faut que j'accepte que toutes les démonstrations ne peuvent pas être incroyables, mais quand je fais une bonne démo, je suis vraiment sur un nuage, j'adore ça. Quand je vois quelques résultats, ça me donne énormément de plaisir aussi. Quand je vois les étudiants qui obtiennent les résultats, c'est génial. Et cette sens de donner quelque chose, je pense qu'on est tous... la manière d'être un petit peu plus rempli, c'est de donner. Parfois, on pense que si je peux recevoir, je ne sais pas, plus l'argent, plus ça. Et finalement, on comprend que si je donne, je reçois plus. Donc, d'être dans un métier passionnant, dans un métier où on donne beaucoup, et aussi d'avoir un but assez concret où il faut savoir pourquoi je fais ce que je fais. Et quand je pose la question pourquoi tu fais ça, c'est aussi parce que actuellement et depuis un moment, je trouve qu'il y a trop de gens qui vont à l'hôpital et trop de chevaux qui vont à l'abattoir. Donc, il y a trop d'accidents dans le milieu équestre. Est-ce que tous les accidents sont évitables? Non. Est-ce que beaucoup des accidents sont évitables? Un énorme pourcentage. Je ne peux pas dire, peut-être 75% des accidents n'ont pas besoin d'avoir lieu. Les accidents où le cheval il fuit, les accidents où le cheval est stressé, les accidents même quand le cheval saute un obstacle en étant tout crispé, il fait les erreurs parce qu'il était stressé. Donc, les accidents en main, ce qui compte presque la moitié des accidents dans le milieu équestre. Énormément d'accidents qui n'ont pas besoin d'avoir lieu parce que les gens ne savent pas comment bien éduquer le cheval. Ils connaissent toutes les techniques équestres, mais éduquer, c'est pas ça. C'est d'avoir une vraie éducation sur l'animal. Et il y a trop de chevaux qui ne deviennent pas le vieux chevaux. Il y a beaucoup de chevaux qui sont rapidement classés comme difficiles, comme problème. Et ces chevaux-là, ils sont pas d'avenir. Ils vont changer le propriétaire 2-3 fois. Et après, ils sont mis dans le poubelle. Et ça, c'est pas du tout idéal. Donc, il y a trop de gaspillage dans le chevaux. Et ce terme-là peut être un petit peu choquant, mais c'est la traduction de wastage en anglais. Gaspillage, ça veut dire que le cheval ne sert pas à son objectif premier, qui était un cheval d'équitation, un cheval de CSO, un cheval de dressage, mais un cheval qui participe dans l'équitation. Et rapidement, il est mis à l'écart. S'il a la chance, il peut pas atteindre la reproduction. S'il n'a pas de chance, l'avenir est beaucoup moins intéressant, on va dire. Donc, diminuer le gaspillage, diminuer les accidents, c'est vraiment les deux choses qui me conduisent et d'amener un changement. Et si je vois que j'ai changé quelque chose, je vais être content. Mais pour l'instant, je sens qu'il y a encore beaucoup de terrain à faire.
Tu as une approche qui est très sincère. Quand tu enseignes, tu ne fais pas de rétention de savoir avec des non-dits, par exemple. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? C'est vraiment une volonté de ta part? Ça m'intéresse absolument pas de ne pas partager. Je pense qu'on n'a jamais trop d'informations. Oui et non, dans le sens que il y a des choses que j'aime bien d'éduquer parfois les gens au-dessus de leur niveau, mais je ne peux pas. J'ai besoin parfois de me freiner un petit peu pour dire je veux bien amener plus l'information sur le changement de direction à la longe, oui, des mais transitions. Il faut aussi que ce soit à leur rythme à eux. Oui, mais c'est comme le modelage dans l'éducation de cheval, il faut déjà qu'il y ait une bonne base. Donc, quand j'ai mis en place le cursus Horseman Science, même si je sais que si j'éduque le cheval, peut-être je fais un petit peu différemment, que peut-être que certains pouvaient aller plus vite, je reste assez discipliné sur, je vais enseigner chaque étudiant à son niveau et pas au-dessus, parce que sinon ils essaient de faire les choses, ils brûlent les étapes. Donc, ce n'est pas une rétention d'information, c'est pas que je ne veux pas donner l'information, c'est plus mettre en place la bonne base et après on passe à Il y a le temps. Le step suivant. Mais sinon, je pense, je ne sais pas, je vois aucune raison de ne pas expliquer tout ce qu'on sait faire ou de ne pas donner le maximum qu'on peut. C'est pas comme, sauf que si on a peur de la concurrence ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne. Au contraire, j'aime bien d'être dépassé par des élèves, ça me fait plaisir. Parce que là, quand tu es dépassé par un élève, tu dis cette personne-là va amener aussi un bon niveau de changement. Donc, si je pouvais avoir plus en plus des élèves qui arrivent, et parfois, c'est même juste dans un domaine. J'ai un élève actuel, Maxime, qui est largement mieux que moi sur le sujet CSO. J'ai des élèves qui sont largement mieux que moi dans certains domaines. Et ça, c'est top. Et si je peux donner un maximum d'informations et aider ces élèves de devenir le mieux qu'ils peuvent être, limite, ça m'a fait plus de plaisir, mais de freiner un élève, je vois aucun intérêt. Ça fait donc des années que tu enseignes. Est-ce que parfois, tu as cette lassitude parfois de répéter peut-être les mêmes conseils aux gens? Et qu'est-ce qui te donne l'élan tout le temps de continuer à donner et à faire apprendre aux gens? Le sujet est assez passionnant. Je pensais récemment, j'étais en train de faire un séminaire sur l'apprentissage, comment le cheval apprendre. J'étais en déplacement avec Nadia et je me suis dit, on a fait jusqu'à 80 stages dans l'année parfois. Et chaque stage, on démarre avec la théorie d'apprentissage, on explique comment le cheval apprendre. Donc, ça va faire des centaines et des centaines de fois que j'ai fait cette même discours. Et pour quelques raisons, ça me passionne encore. Quand j'enseigne des stages Step 1, je ne pense pas que c'est la lassitude de donner la même information, ça ne m'arrive pas du tout. Parfois, j'ai une légère frustration quand j'enseigne la même chose, de voir toujours le même problème et les mêmes interprétations. Tu vois, il est irrespectueux, il essaie de... Non, il n'est pas irrespectueux, il est mal éduqué. Il n'est pas en train d'essayer de voir cet anthropomorphisme et dire « encore lui ». J'ai besoin c'est une fois de plus, et une fois de plus, et une fois de plus. Parfois, ça peut amener un petit peu de frustration, de dire il faut que ça s'arrête, d'interpréter des problématiques dans un sens. Le tour de table, parfois, on corrige pas. Dans le tour de table, c'est tout au début du stage. Bonjour, je m'appelle. Et votre cheval? Oui, j'ai amené un cheval. Après, c'est un cheval avec beaucoup de caractère. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, c'est intéressant comme... Oui, c'est comme très sensible. Ils sont tous sensibles. C'est un cheval avec beaucoup de caractère, très irrespectueux. Je dis, OK, bon, qu'est-ce que ça veut dire, mal éduqué? Donc, dans ma tête, je suis en train de traduire et de OK, c'est un cheval qui n'est pas du tout éduqué. Et voir qu'il y a encore dans le 21e siècle des interprétations sur des situations qui sont très, très inexactes. Ça, c'est une légère frustration parce que j'aime bien qu'il y ait plus d'évolution, qu'on commence à voir des situations, interpréter des situations plus clairement, qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais de répéter les mêmes informations et de voir l'évolution, certainement dans le step 1, une des choses qui est très, très motivante dans ce step 1, c'est que les changements sont rapides. Quand on avance dans le niveau, les changements sont moins rapides.
Mais dans un step-1, on peut avoir les gens être capables, dans une période de temps relativement rapide, obtenir les choses qu'ils n'ont jamais obtenues. S'il fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, il va obtenir quelque chose qu'ils n'ont jamais obtenu. Donc, ça, c'est un petit peu comme le débarrage d'un cheval. C'est le moment où l'apprentissage est très rapide et les résultats sont très flagrants. C'est peut-être pour ça que j'aime le débarrage avec le cheval, parce que je trouve que l'apprentissage est très vite et des résultats très flagrants. Et dans le step 1, c'est pareil. Des résultats sont rapides, des résultats sont flagrants. Ou plus tard, maintenant qu'il faut affiner un petit peu de transition intra-allure, ben ça, c'est pas hyper rapide. Ça va demander beaucoup de répétitions, c'est plus long. Donc, le step 1, ça reste pour moi très motivant parce que je vois un changement vite. Je sais que tu as un goût particulier pour la vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Surtout ces dernières années, j'ai passé beaucoup plus sur la vidéo, sur tout ce qui est Internet. Je cherche une manière de disperser l'information au plus large que possible. Et si je rééduquais tous les chevaux, ça ne change rien, c'est trop long. Je peux que prendre, je ne sais pas, 6-8 chevaux par mois. Donc ça ne va rien changer. Si je fais beaucoup de stages, je prends 12 personnes dans un stage, entre 8 et 12, dépendant sur le lieu. Et je pouvais faire jusqu'à 80 dans l'année. Mais c'est quand même, ça touche une petite partie de la population équestre. Donc, ça n'amène pas à un changement. Et 2 jours, même 4 jours de stage, on a juste touché. Si le sujet c'était un iceberg, on part avec un glaçon. C'est rien. Donc, je me suis dit, non, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu pas mal des écoles en train de tourner à l'époque. Et la prise en charge est devenue compliquée. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Je ne pouvais pas continuer avec toutes ces écoles-là qu'est-ce que ça m'a coûté d'être sur la route et d'être loin de la famille et tout ça. Il fallait que le prix soit augmenté, mais ça, ce n'était pas possible. Et la prise en charge était moins en moins accessible. Donc, comment on va faire? Et c'est là où Catherine est en train de faire, ma femme était en train de faire un cours de yoga. Et je posais quelques questions. Elle me dit, ouais, cette dame, elle vient de Québec. Et que c'est un module yoga post-grossesse. Et que ça coûte 300 €. Et que je dis, OK. Et il y a d'autres modules? Ah oui, regarde. Donc, je regardais le menu. Ah oui, il y a yoga pour des jeunes, yoga pour des adultes, yoga pour des gens âgés, yoga pour perdre de poids. Tout s'est dit, waouh! Donc, je me suis dit, on prend contact avec cette dame. Donc, on a pris contact avec Maryse. Et elle a dit, je fais une formation digitale sur comment faire une formation en ligne. Et donc, on a discuté, on a dit, on y va, on va faire une formation en ligne. Donc, on a fait une formation, on a appris comment faire une formation en ligne. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est la manière de toucher une grosse partie de la population. Donc, finalement, ce changement dans la prise en charge pour des formations pro, qu'à l'époque, j'ai vu ça vraiment comme c'est une catastrophe, c'était un super cadeau. Parce que grâce à ça, j'ai parti vers la formation en ligne. Et c'est sûr que je touche maintenant, j'ai des élèves au Québec, j'ai des élèves partout dans le monde. Parfois, on met un webinaire et les gens disent bonjour et c'est bonjour de l'île Maurice, bonjour de la Réunion, bonjour de Guadeloupe, bonjour de Québec, bonjour. Mais c'est génial, j'ai tous les élèves un petit peu partout sur la planète et ça, c'est grâce à cette capacité d'être en ligne. La technologie, maintenant, ça permet de disperser l'information comme j'aimais avant. Donc, je me suis dit, maintenant, je peux passer le temps devant la caméra, faire une belle vidéo et d'avoir, il y a quelques semaines, j'ai fait un chargement dans le vent. Je fais ça pour les élèves, donc c'était filmé. Les élèves, ils ont aimé la démonstration. Un morceau a été pris, mis en ligne. Ça a touché, je ne sais pas, 250 000 personnes. Et tu vois, je n'ai jamais fait un démo avec 250 000 personnes. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux toucher une énorme partie de la population. Et ça me motive énormément parce que je me suis dit, là, tu peux vraiment amener un changement. Tu peux vraiment mettre cette information aux dispositions d'un maximum de population. Et je suis juste maintenant un petit peu dans la réalisation de la capacité de tout ça. Hier, j'ai tourné 30 vidéos dans la journée en anglais.
des vidéos de 1 minute. Mais vraiment, je passais quelques jours assis de regarder toutes les vidéos que j'ai faites ces dernières années et de trouver des petites perles dans chacun. Et je dis, OK, je vais juste filmer ces morceaux-là. Et j'ai fait un masse de vidéos et je me suis dit, ah là, potentiellement, c'est très intéressant. Donc c'est sûr que la vidéo, l'Internet, tout ce qui est en ligne, ça permet de vraiment disperser un maximum d'informations. Alors on en a parlé un petit peu au début de l'interview, du coup, du rapport avec le milieu scientifique. Toi justement, c'est quoi ta relation avec le milieu scientifique? Oh, c'est dépend. Au début, un petit peu fragile parce que d'avoir pris le nom équitation éthologique, ça provoquait pas mal de résistance. Et ils ont eu raison. Moi, je ne suis pas un éthologue. Oui, bien sûr. Donc, de dire, oh, mais c'est pas l'éthologie, ce n'est pas les éthologues, c'est pas... Je me suis dit, bah, ils ont raison. Au lieu de disputer, résister, il faut accepter, dire, bah ouais, ils ont raison. On a un nom qui n'est pas à sa place avec ce qu'on fait. Ou on change le nom, ça semblait compliqué assez rapidement. Je parlais avec quelqu'un dans la fédération et je suivais en cours de la phrase, il dit, le problème, on dit, c'est que le train, il est parti trop loin de la gare. J'ai dit, OK. Donc, la seule solution, c'est donc d'aller vers l'éthologie, d'aller vers la science et dire, OK, on va faire le horsemanship, mais on va avoir une perspective scientifique sur la compétence d'un homme de cheval. Et ça, finalement, c'est quelque chose, pour nous, pour ce qu'on fait, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Je tournais donc vers Andrew McLean, qui est devenu un ami assez proche. On parle au moins une fois par mois, voire plus, on discute sur certaines problématiques. À ce moment, on est en train de discuter sur les accidents dans le milieu concours complet. Qu'est-ce que vous faites en Australie? C'est quoi le point de vue australien comparé à en France, où c'est assez différent? En Australie, ils sont vraiment ciblés sur l'éducation de l'animal. Ici, on est ciblé sur des airbags et des casques qui aident, mais c'est probablement pas la solution. Donc, j'ai discuté avec les différents points de vue et on discute sur ma compréhension scientifique. Parfois, je ne comprends pas exactement la différence entre deux choses. J'ai écrit un mail, il m'explique, il est très généreux avec son temps, avec moi. Donc, j'ai lu ses livres, j'ai passé pas mal de temps en email avec lui. Et je pense que lui, il était très content d'avoir quelqu'un qui était déjà bien avec le cheval, déjà un homme de cheval, intéressé par la science, d'avoir un praticien intéressé par la science. Pour lui, c'est assez rare. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de praticiens qui vont vers la science. Donc lui, il était très très content. Il m'a demandé de faire une démonstration à Saumur pour le International Society for Equitation Science. Oui, je comprends la réticence à la base de la communauté scientifique parce qu'on n'était pas les éthologues. Je trouve que maintenant, sur certaines choses comme la théorie d'apprentissage, moi personnellement, j'ai passé vraiment les derniers 6 ans vraiment collé sur le sujet. J'ai contacté Andrew McLean en 2004-2005. Il est venu à la Science en 2006. On a passé pas mal de temps ensemble. Après, j'ai passé le temps avec lui à Saumur pendant le colloque. Beaucoup discuté et j'ai commencé à avoir une compréhension de la théorie d'apprentissage qui est assez poussée. J'étais très contente quand Michel-Antoine Leblanc m'a demandé de faire la préface de son livre, d'être contacté par un scientifique français et dit « Est-ce que tu peux faire la préface ?» J'ai dit « Mais tu sais, Michel-Antoine, je ne suis pas exactement un scientifique. » Il dit « Non, mais ce qu'on veut tous, c'est que des praticiens prennent l'information de la science et amènent ça sur le terrain. » Je pense qu'il y a encore du boulot à faire pour que le scientifique et le praticien peuvent cohabiter ensemble. Et aussi d'accepter que certains, je sais que c'est le cas de Sébastien Jolin qui était au Radius, qu'il a une très bonne compréhension de la science, que c'est quelque chose qui lui passionne aussi, et qu'on amène cette science sur le terrain, et parfois parce qu'on est passionné par ça, c'est pas notre métier, c'est notre passion. On est parfois, c'est pas plus formé, mais on a les idées très très claires sur le sujet.
sur le sujet théorique et sur l'application pratique, peut-être même plus que le scientifique. Et ce n'est pas pour critiquer les scientifiques, mais nous, on connaît le sujet maintenant et on sait comment l'utiliser, qui nous donne une certaine puissance. Et je pense que les scientifiques pouvaient aussi venir vers certains, comme nous. Nous, on met en pratique cette information-là. Et la science, sans que ce soit mis en pratique, c'est un petit peu stérile, ça ne sert à rien. Il faut que la science soit mise sur le terrain. Donc, il faut que nous, on peut cohabiter, partager. Il y a Hélène Roche qui vient ici régulièrement. On travaille parfois 2 jours, juste nous deux ensemble, pour que je comprenne plus clairement certains sujets, comme le renforcement positif, où on travaille à ce moment. Je fais une formation sur le renforcement positif avec elle, en privé, juste pour que je sais que je suis dans la bonne compréhension de ce sujet. Et qu'en France, je pense que la science a besoin de toucher plus sur le terrain et de ne pas rester quelque chose qu'on voit que dans le colloque, que dans une salle avec un diaporama ou un PowerPoint et pas toujours expliqué par les gens qui ne font pas quelque chose sur le terrain. C'est pour ça que j'aime bien de voir par exemple Sébastien c'est quelqu'un qui sait démarrer un cheval, il sait monter un cheval, il sait expliquer la science. Il faut absolument que les deux choses vont ensemble parce que, comme je disais, les sciences sans la pratique, c'est très limité, mais les pratiques sans la science est également très limité. Les deux doivent être capables de cohabiter. Les sciences françaises et les sciences internationales ne sont pas toujours sur la même page, donc ça amène certaines complications. Le renforcement négatif est souvent vu en France comme, même par les scientifiques, comme le renforcement négatif et le stimulus aversif, où ce n'est pas le cas. Le renforcement négatif, c'est l'enlèvement de stimulus aversif et que ce stimulus aversif peut être diminué vers un signal classique qui n'est pas aversif. Donc, il y a encore, et je crois que ces erreurs de compréhension sont dues à le fait que c'est étudié sur papier, mais pas appliqué sur le cheval. Et pour vraiment comprendre le sujet, il faut étudier sur papier, il faut aussi appliquer. Et c'est quand on applique qu'on commence à avoir de vraies révélations sur chaque stimulus qui peut être précédé par un signal qui est neutre à la base, mais qui prend du sens par association et que finalement on communique avec les chevaux avec des gestes qui sont tellement subtils. Et qu'est-ce qu'il est perceptif comme animal? Mais c'est vraiment quand on est avec l'animal qu'on réalise que mais c'est incroyable. Quand on applique correctement la science, soudainement le cheval devient très très intelligent. C'est dingue. Alors aujourd'hui, tu es ici au domaine de Pinsac, donc tu as ta propre structure. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Bon, surtout, ça m'a amené beaucoup de kilomètres. Je disais qu'avant, je connaissais le menu aux compagnies un petit peu par cœur. Je me réveillais chaque jour dans un compagnie. Quelquefois, je regardais à côté, limite, savoir où est-ce que je suis aujourd'hui. 80 stages par an. 80 000 km par an depuis que j'ai quitté la Science. Et d'arrêter ça m'a fait énormément de plaisir parce que au début, c'était une aventure, particulièrement quand je faisais ça avec Catherine. À partir du moment où Catherine est tombée enceinte et après on a eu Sophie, je n'étais plus avec elle sur la route. L'aventure était moins d'aventure, ça commence à devenir un petit peu lourd. Et après, de ne pas avoir ma fille, de ne pas avoir ma famille et tout ça, c'était assez embêtant. Et de savoir, parfois, je partis, mais je vais partir 3 semaines avant de rentrer à la maison. J'étais 4-5 jours par mois à la maison. C'est vraiment pas envie. Et je me suis dit, mais au niveau de notre famille, au niveau de notre couple, au niveau de tout ce qui est vraiment prioritaire pour moi, plus que mon métier, il faut absolument que je peux préserver ça. Donc, ce que j'aime principalement au début, au plus important avec le fait d'avoir mon chez-moi, c'est que je peux être avec ma famille, m'occuper de mes priorités et aussi je peux faire mon métier sans que j'ai besoin de faire autant de kilomètres, sans que j'ai besoin d'avoir une relation téléphonique avec ma femme. Donc, ça, c'est un énorme avantage.
Le structure, on a la chance, la structure est magnifique. Je faisais beaucoup de stages dans beaucoup de structures qui n'étaient pas vraiment tip-top. Ici, j'ai une très belle structure, de très belle carrière, ronde longe couverte. On est parti vers la construction de manèges et tout ça. Donc, c'est vraiment une infrastructure qui permet de faire des stages de très bonne qualité. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage. Et j'ai tout sur place. Si j'ai besoin de matériel, si j'ai besoin des obstacles, si j'ai besoin de faire un chargement dans le vent, tout est ici. Donc je n'ai pas besoin de ramener avec moi. J'ai un bon clubhouse avec l'écran, avec où je peux faire de diaporamas et tout ça. On est un petit peu parti à ce moment vers la construction de quelques salles multimédia et tout ça. Donc, je vais être capable de faire une structure idéale pour faire ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, tu as toute une équipe qui travaille avec toi. Comment est-ce que tu l'as constituée, cette équipe? J'ai loué une maison en Normandie pendant un moment et j'étais en train de parler avec le propriétaire et qui a une énorme réussite dans son milieu. Je pense que c'est la menuiserie ou quelque chose. Et j'ai dit, ouais, c'est bien, vous avez des usines un petit peu partout et c'est une énorme réussite. Et il m'a dit, bon, tu sais, on dit, la réussite, ce n'est pas d'être doué dans ce que tu fais, c'est d'être entouré de gens qui sont plus doués que toi. Donc, je dis, ben, c'est pas compliqué d'être plus doué que moi avec l'Internet, c'est pas compliqué d'être plus doué que moi avec le tournage caméra. Et donc, pour constituer l'équipe, j'ai juste trouvé les gens qui sont plus doués que moi dans tous les domaines où j'ai besoin d'aide. J'aurais tous les différents postes. Bizarrement, je n'ai pas beaucoup d'employés. J'ai une. Elsa, le chef d'écurie, c'est l'employé. C'est le seul. Toutes les autres, il y a autour de 17 auto-entrepreneurs qui gravitent autour de notre entreprise. Donc, c'est une belle masse. Mais il y a un manager de web qui est le webmaster au Canada. Tout ce qu'on fait sur Facebook, c'est géré par quelqu'un. Tout ce qu'on fait Instagram, toutes ces différentes choses sont gérées par différentes personnes. La comptabilité, c'est géré par quelqu'un. Montage vidéo, c'est géré par des gens que j'ai formés ici avec le chevaux, qui connaissent le montage vidéo, mais aussi les techniques équestres. Donc ça aide énormément. Quand on demande un montage vidéo et la personne ne connaît pas le chevaux, ils ont la capacité parfois de mettre une image qu'ils trouvent beau, mais qui est techniquement incorrecte. J'ai tourné une vidéo récemment avec un grand producteur, c'était agréable. Mais de dire, est-ce que le cheval galope sur le bon pied, il n'a aucune idée. Donc parfois, ils mettent une image en train de galoper avec un cheval disuni. Tu ne peux pas utiliser cette image-là. Ou je rate un changement de pied un petit peu. Je dis, non, pas ce changement de pied-là, ce n'est pas assez net. Mais il ne sait pas à quoi je parle. Donc je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui a la compétence avec le chou et avec le montage. Et j'ai cet avantage-là. Et tout ce qui est gestion de l'entreprise, gestion de l'école, gestion de l'écurie, gestion de plein de choses, je n'ai pas besoin de faire tout ça, j'ai besoin que ce soit fait préférablement mieux que je pouvais faire moi-même. Donc je travaille avec les gens qui sont passionnants et je constitue une équipe, je trouve les gens qui travaillent dans les entreprises similaires, peut-être pas avec le chevaux, mais qui fait comme la dame qui faisait yoga, qui fait des grosses formations en ligne. Il était OK, où est-ce que tu as trouvé ton webmaster, où est-ce que tu as trouvé? Et l'avantage aujourd'hui, c'est que je peux avoir un webmaster au Canada, je peux avoir quelqu'un d'autre qui travaille dans l'organisation à Madagascar, je peux avoir les gens partout. Dans cet âge informatique, ça change tout. Donc, je trouve les gens qui peuvent faire ce que je fais mieux que moi et qui font ça avec passion. Alors forcément, quand on parle de toi, on pense à Stormy. Vous êtes un petit peu indissociables tous les deux. Est-ce que tu peux nous parler d'elle et notamment de son évolution? Comment ça se passe sur les années? Stormy, à la base, c'était peut-être un défi, un petit peu. Je faisais une démonstration avec Pirelli à l'époque et on a dit, je prends le chevaux en débrage, c'est garanti, si vous n'êtes pas content, vous ne payez pas. Et le monsieur a proposé, est-ce que cette garantie soit applicable à cet animal-là? Donc, je dis, bon, on va essayer. J'ai parlé avec Pat, il dit, ouais, on va faire ça. Donc,
c'était vraiment un défi et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait faire pour réussir. S'il fallait travailler plusieurs fois par jour, s'il fallait passer la nuit dans un enclos avec elle, tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle me fasse confiance. Éviter de bagarres et tout ça, parce qu'on ne bagarre pas avec un zèbre. Donc, cette partie-là, je regarde, je réfléchis sur elle un peu comme mentor aussi. J'ai eu dans plusieurs domaines, mais Stormy, c'est vraiment le mentor dans le domaine équestre. Elle m'a expliqué comment je devrais être avec le cheval. Parce que c'est comme ça qu'il fallait être avec elle. Et je pense que les chevaux, ils sont trop généreux. Ils pardonnent les choses qu'ils ne devraient pas pardonner. Si tous les chevaux pouvaient être comme Stormy, tous les hommes sont les meilleurs hommes de chevaux. C'est sûr et certain. Mais parce que on peut faire un petit peu n'importe quoi avec un cheval et quand même ça passe, c'est dommage. Donc, dans cet aspect-là, elle m'a amené énormément. Après, j'ai énormément de gens, quand tu expliques un concept, un exercice, les gens disent oui, mais c'est très prédominant dans le milieu équestre parce que ça touche l'ego un petit peu. Oui, mais avec mon cheval, moi j'ai le cheval qui est difficile. Mon cheval, tu ne peux pas bouger les drapeaux autour. Je dis, regarde, je peux faire avec un zèbre. Donc si je peux faire avec un moitié zèbre, je pense qu'avec ton cheval, on peut le faire parce que plus proie, plus herbivore, plus fuyante qu'un zèbre, il n'y a pas grand-chose. Donc si j'arrive avec un zèbre, je pense que tu peux arriver avec ton cheval. Et peut-être le problème, c'est pas le cheval. Ça, c'est toujours amené avec diplomatie. Mais Stormy était pour moi la capacité de dire, écoute, si ça peut être fait avec ça peut être fait avec votre cheval. Donc limite en forme de preuve, en validation de le sujet. On peut faire ça avec cet animal-là, donc votre cheval n'est pas pire que ça, ne peut pas être plus fuyante peureuse que cet animal-là. Elle me donne cette capacité-là, cette capacité de preuve un petit peu. Elle fait un colique difficile de dire exactement pourquoi. Je pense pas d'avoir mis trop de pression sur elle, mais j'ai amené dans des salons et tout ça à Paris. C'était suite à un vermifuge. Je crois qu'elle avait un léger choc toxique suite à un vermifuge. Est-ce qu'il y avait un niveau de parasite qui était trop augmenté? Je ne sais pas. Je suis très très rigoureux sur tout ça normalement. Mais elle a fait un colique et à un moment, j'étais face à la possibilité de le perdre. Et ça me faisait plus mal que je pensais. J'ai perdu plein de gens, plein de chevaux dans ma vie, mais ça me faisait mal. Et donc, je me suis dit, OK, elle est plus importante que je pensais. Je vais la préserver et j'ai vraiment levé le pédale sur est-ce que tu peux l'amener à Kitana? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Je l'ai amenée en Angleterre, j'ai amené dans le salon, elle a fait Lyon, elle a fait Paris, elle a fait la nuit du cheval. Et vraiment, suite à cette colique-là, je levais le pied et j'ai dit, OK, le plus important, c'est que tu sois là et ça dure le plus longtemps que possible. Je reste en très bonne relation avec le propriétaire aux États-Unis, un monsieur qui s'appelle Hazel, qui me confiait Stormy et à son honneur, quand j'ai quitté les États-Unis, je me suis dit, il va laisser les os chez Pirelli. Il me dit, non, c'est toi qui as fait tout le travail, c'est toi qui as développé une relation qui est très spéciale avec elle. Je préfère qu'elle reste avec toi. Donc, j'étais très, très touché. Et limite aussi par rapport de lui, j'ai vraiment pas envie de faire mal à cet animal. Aussi, mon amour pour l'animal, je veux pas qu'elle souffre. Donc maintenant, c'est plus, je passe le temps avec elle, on fait des séances de grats et tout ça. Je le montre parfois pour faire un petit film ou quelque chose, mais je veux vraiment qu'elle vive une vie le plus confortable que possible. Elle a quelques Shetland, un âne qui vit avec elle. Donc le plus important maintenant, c'est est-ce qu'elle est confortable, est-ce qu'elle va bien. Et parfois, ça nécessite un petit peu de réflexion. Là, cette nuit, il pleut. Est-ce qu'elle est mieux dans un box, mais elle stresse un petit peu dans le box? Ou est-ce qu'elle est mieux dehors? Bon, on a un abri, elle a tout ce qu'il faut. Mais vraiment, OK, il faut absolument que j'occupe de
de son confort à elle et faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps que possible. Et aujourd'hui, tu la connais vraiment bien, mais est-ce que ça arrive qu'elle te surprenne encore aujourd'hui? Oh, je connais vraiment bien, mais c'est un petit peu, ça reste comme la nature. La nature, c'est quelque chose d'imprévisible. Euh, et elle, c'est un petit peu comme un symbole de cette nature. On peut connaître très bien la mer, je surfe tous les jours, mais tu peux quand même avoir une surprise un jour dans la mer. Tu peux connaître très très bien mon domaine et tout ça, mais un jour tu peux quand même avoir un tremblement de terre qui te surprise un petit peu. La nature, c'est imprévisible, pas nature. Et Stormy, c'est vraiment le nature, donc elle est imprévisible. Et moi, je peux pas. Elle est très perceptive. Donc, s'il y a quelque chose qui bouge quelque part, je ne garantis pas que moi, je vais le voir, mais je sais qu'elle, elle va le voir. Récemment, j'ai fait un tournage avec elle où il y avait un drone. Et j'étais agréablement surpris qu'elle n'était pas du tout gênée par le drone. Il était haut, il était bas. De temps en temps, elle regardait, mais elle restait très, très connectée. Mais je ne pouvais pas dire, je sais que ça va aller. J'étais obligé de dire, on va approcher lentement, je ne sais pas. Et même le caméraman, qui n'est pas du tout dans le milieu équestre, il dit, c'est 20 ans que tu as cet animal et tu ne sais pas. Je dis, ben non, je n'ai pas eu un drone tout près d'elle avant. Si tu veux voler juste à côté de moi, je ne sais pas. Donc, on va approcher et retraite. Et je vais te dire quand est-ce qu'il faut éloigner un petit peu, approcher un petit peu. Mais oui, malgré 20 ans ensemble, je ne peux pas dire, rien peut... je sais exactement comment elle va réagir à ça. Et on va dans le stade, parfois aux Jeux équestres, on entre dans le grand stade et tout ça. C'est difficile de dire, ça va aller. Normalement, oui. Mais c'est difficile de dire, est-ce que je pouvais signer un papier et dire, je suis 100% certain que ça va aller nickel et en aucun cas, Stormy va séparer de moi ou moi je vais séparer d'elle. Non, je ne peux pas garantir. Ou avec le chevaux, limite, non, je connais très bien le cheval, je sais que ça va aller. Mais Stormy, ça reste quand même, il y a un parti zèbre dedans où je ne peux pas dire oui, je suis gagné. Et ça, c'est bien parce que je trouve que toujours être capable, obligé même de se remettre en question et dire c'est pas gagné, c'est bien. C'est que, comme ça, on progresse. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes relations avec Midrak et avec Volcan? J'ai eu plusieurs chevaux, peut-être même un petit peu de Hokies, qui étaient les grises que j'ai eu le grand, c'est pas une princesse, c'était la reine, que j'ai eu au début à la Sens, qui j'ai amené beaucoup au salon du cheval, j'ai fait des grosses démonstrations avec, et elle est vraiment mis en début l'équitation éthologique un petit peu sur la carte. On faisait des démonstrations. Elle, je pouvais pratiquement garantir que je fais un démo avec elle, ça va être bien. J'ai eu des surprises, mais pratiquement, je pouvais garantir un démo avec elle, ça va être un très bon démo. Vous pouvez monter à cru sans rien de tout sur le grand paquet de Fontainebleau, galoper, change le pied, toutes les 4 foulées sur la ligne droite. Elle était... elle était juste parfaite presque tout le temps. Et en même temps qu'elle était très, très parfaite, elle avait une vraie exubérance joueuse un petit peu dans ce qu'elle fait. Midrak, c'est plus un soldat. Il fait ce qu'il fait, mais elle avait un petit côté un petit peu joueuse dans ce qu'elle faisait. Elle faisait des cabrets, elle saute dans l'air. Midrak, il fait un petit peu, mais il est moins... Et je crois, sans doute, c'est cause de moi, dans le sens que j'ai fait beaucoup de tournages avec. J'ai tourné tous les DVD de la Sens, la méthode de la Sens était tournée avec Midrak. Et c'était, on doit faire 7 exercices maintenant. Donc, je n'ai pas vraiment adapté à lui. Et lui, il était obligé d'adapter à moi. Ou avec Hokies, quand je suis venu en France, je le débarrais déjà aux États-Unis. J'ai même des vidéos de son débarrage quand elle était toute grise, foncée et tout ça. Et quand on a commencé en France, je ne parlais pas français et j'avais 9 chevaux débarrés qui s'est passé très très vite. Et j'ai venu pour 90 jours. Voilà, 9 chevaux, après 30 jours, ils étaient débarrés. Ils étaient déjà partis c'est des chevaux de reining à l'époque. Eux, ils sont partis dans l'écurie, je ne faisais rien. Donc j'ai eu mes journées, donc j'ai sélectionné 2-3 chevaux dans la cavalerie, notamment elle, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Je ne pouvais pas trop parler avec les autres, je ne parlais pas un mot en français. Donc j'ai passé les 3 mois avec elle. À la fin de ces 3 mois, elle était extraordinaire.
Et j'ai utilisé pour débarrer les autres chevaux. Je me suis dit, mais celle-là, c'est un guerrier, elle est magnifique. Mais j'ai adapté à elle. Je n'ai pas eu, maintenant, on fait exercice numéro 4B. Oui, plus de liberté avec elle. J'ai dit, aujourd'hui, je vais faire ça, et demain, je vais faire ça. Ou elle a envie de bouger un petit peu, on va faire dans un grand espace. Mais c'était plus, j'ai travaillé pour le cheval. Et Midrak, lui, il a travaillé pour les gens. Il vient du Roi National à la base, c'est un seul français, et il reste un petit peu dans cette optique c'est un travailleur. Il fait son boulot. Et parce qu'il faisait cet exercice, il est moins drôle. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est, on peut dépendre sur lui, ça va marcher. Go, c'est go, wow, c'est wow, tourner, c'est tourner, il n'y a pas trop de surprises. C'est un super soldat. Et ce qu'il a amené au monde équestre, c'est inestimable, c'est énorme. Parce que le nombre de vidéos et toutes les DVD qu'on a fait à la Sens, tous les DVD que j'ai fait pour Horseman Science à la base, tout ce que j'ai fait en ligne, mais qu'est-ce qui joue un rôle tellement important dans tout ça. Et c'est vraiment Monsieur Super Soldat. Volcan, c'était un cheval qui, à la base, Catherine a vu un poulain qu'elle a beaucoup aimé, c'était un mâle, et elle a dit, si un jour cette jumeau-là, elle a un poulain et c'est un femelle, je veux bien l'acheter. Et prochain poulain, c'était un femelle, les gens ils ont pris contact avec Catherine, et dit, je veux bien, donc Quite Easy, Voltaire, Podo, vraiment un lignage de haut niveau sport. Et Catherine, à l'époque, elle tournait en CSO 1m30, 1m35. Pour elle, c'était un cheval de CSO. Elle ne savait pas qu'elle va rester à la Sens et que finalement, elle va rencontrer le directeur pédagogique et que sa vie avait un avenir totalement différent. Et elle n'a pas reprise le CSO. Donc, on se retrouve avec un cheval de CSO sans faire le CSO. À la base, Catherine a pris, j'ai dit, fais un cheval de démo et tout ça. Et quand Catherine est tombée enceinte, elle a arrêté de prendre trop de risques. Et c'est quand même un jumeau avec beaucoup de puissance et beaucoup de sang. Donc, elle se levait un petit peu. Moi, j'étais sur la route. Et pauvre Volcan était un petit peu négligé, c'est ça le mot? Un petit peu, on n'a pas fait grand-chose avec pendant quelques années. Elle avait une bonne base, mais pendant peut-être 4 ans, j'étais sur la route et je faisais un petit peu de temps en temps. Mais elle n'est vraiment pas restée au boulot. Qui fait qu'elle arrive à 6 ans en étant très jeune. Et je commence à rattraper ça. Quand j'ai arrêté ces 4-5 ans sur la route, je commence à rattraper ça un petit peu. Et parfois, j'ai noté qu'elle avait, quand elle avait ses chaleurs et tout ça, elle était particulièrement chaotique. Mais je n'ai pas fait très attention. Et de temps en temps, je mettais un cheval, par exemple, en chaleur dans l'écurie et elle était hyper turbulente. Je me suis dit, c'est bizarre, elle se comporte vraiment comme un étalon. Et un jour, j'ai commencé à travailler, elle me reniflait, elle me sniffait et après, elle faisait un et elle s'est mise debout. Et pendant 6 mois, elle faisait ça régulièrement. Et montée, elle était pas sereine. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un jour, je montais à Creux et elle était gênée. Donc, je me suis dit, peut-être c'est ma fesse, les os qui gênent, peut-être un peu mal au dos. J'ai remis les selles, j'ai commencé à monter. Elle tournait un petit peu vers moi. Elle commence à être sniffée vers mes pieds, devient toute chaotique. Et soudainement, elle se cabrait au point de retourner. Donc, je me suis dit, je me suis trouvé par terre avec elle. Elle fait 625 kilos, bras cassés, vertèbres tassées. Je n'étais pas dans un très bon état. Et donc, moi, j'ai parti à l'hôpital, mais je disais à Kat, mais peut-être amener à la clinique et voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Et dans la prise de sang, il y avait de testostérone qui est anormal. Un jumeau ne devrait pas avoir de testostérone. Donc, avec plus des analyses, on a vu qu'il y avait des problèmes ovariens ou kystes ou tumeurs ou quelque chose comme ça. Et donc, elle a été opérée sur cette problématique-là. Et depuis, tout se marche à nouveau assez calme. Mais c'est vrai que ça, par rapport à elle, ça m'a freiné. Je me suis dit, je n'ai pas envie de leur faire confiance tout de suite. Et en plus, son taille, son manière de bouger et tout ça, c'est beaucoup de cheval.
Quand j'ai arrivé en France et j'ai commencé à travailler dans les haras comme Radius et tout ça, le cheval de sport, c'était pour moi une vraie remise en question. C'était wow, ça. Là, on n'est pas dans les gentils quarter horse. Il y a des hommes de chevaux très très connus aux États-Unis, très très célèbres, qui peuvent débrayer un quarter horse, ou même des centaines de quarter horse, ou même des Mustangs. Moi, j'ai débrayé des Mustangs et tout ça. C'est un petit peu mythique, mais honnêtement, entre débrayer un cheval, un vrai avion de chasse de CSO ou même de dressage et débrayer un Mustang, le Mustang, il est plus facile. Ces avions de chasse-là, il faut vraiment savoir comment le voler. C'est des formules, hein. C'est pas un petit 206, c'est vraiment de belles machines. Donc, je me suis dit, OK, bah là, il faut vraiment que j'ai les niveaux nécessaires. Et je suis content d'être venu en Europe, d'avoir rencontré les animaux et d'être obligé de lever les niveaux pour être capable et confortable même, par beaucoup de répétitions, de devenir confortable avec ces bêtes-là. Mais pour moi, Volcan, oui, c'est un petit peu un challenge parce que c'est un vrai avion de chasse et ça m'oblige d'avoir les niveaux nécessaires. Ou avec des quarter horse, ou même avec Hokies, ou même avec Mitrak, je n'étais pas obligé d'avoir les niveaux nécessaires. Je pouvais se contenter d'avoir un bon niveau et c'était de bons chevaux. Volcan, elle me pose quelques questions. Donc, c'est bien, elle me pousse. Pour terminer, ce serait quoi ton rêve pour le futur dans le monde du cheval et dans l'équitation éthologique? Le rêve idéal, c'est que ça devienne partie intégrante de l'équitation. Que limite, ça semblait un petit peu bizarre, mais moi, je veux bien que l'équitation éthologique, c'est auto-efface. Ça veut dire que ça devient quelque chose inséparable de l'équitation. J'entends des phrases comme « je fais l'éthologie 3 fois par semaine ». Mais qu'est-ce que ça me gêne? Donc, les autres jours, qu'est-ce que tu fous les autres jours? Je fais l'abruti ou je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas faire l'éthologie 3 fois par semaine. Tu intègres ça dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas séparable. Ou des Franches-Montagnes, c'est des très bons chevaux, c'est des super chevaux pour faire l'éthologie. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas utiliser une phrase comme ça. Et chaque fois que j'entends ça, et parfois malheureusement, c'est même des gens dans une position politique et équestre assez importante, qui disent des phrases qui montrent qu'ils n'ont rien compris. Je me suis dit, mais non, c'est pas ça, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une activité équestre séparable de l'équitation. C'est une science à la base, c'est une science. Après, on a mis des techniques sur cette science qui correspondent avec cette science. On prend les 10 principes ICES et on peut dire oui à chacun. Oui, on est très, très ciblé sur les 10 principes de Equitation Science. On est à la recherche de quelque chose qui est éthique. On est à la recherche d'une diminution des accidents, c'est très important. Le bien-être de l'animal. Est-ce que ça... Je crois honnêtement, sans exagérer, que l'équitation va être mise en question et va avoir des difficultés dans les années à venir. Parce que les intégristes obtiennent beaucoup de licences sociales. Ça veut dire qu'ils ont un droit de parole et on ne peut pas le faire taire. J'utilise une autre histoire. À Antibes, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un gros débat sur Marineland. Est-ce que c'est correct de garder des dauphins, les orques et tout ça dans la piscine? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on ne devrait pas juste fermer ces trucs? Arrêtez ça. Et il y avait une liste de problématiques qui étaient posées sur le fait d'avoir des dauphins ou des gros poissons, orques et tout ça, dans une piscine. Ils n'ont pas de contact social avec les amis. Beaucoup d'écuries, c'est pareil. Ils ne mangent pas ce qu'ils mangent dans la nature. Donc, beaucoup d'écuries, c'est pareil. Il ne fait pas de mouvement qu'il fait naturellement. Piaf, passage et saute à 1m60, c'est pareil. Et chaque chose, il y avait une dizaine, chaque chose qui était mise en question par rapport des dauphins dans une piscine, on peut poser exactement la même question sur les chevaux dans nos écuries. Donc, il n'y a aucune raison d'imaginer que la question ne va pas être posée. Est-ce que l'équitation est cruelle? Est-ce que c'est correct de monter sur un cheval? Est-ce que le cheval choisit d'être monté? Bien sûr que non. Donc, comment on peut justifier éthiquement ce qu'on fait? Je crois qu'on a tous une responsabilité de partir à la recherche d'une équitation éthique pour le suivi de notre patient. Sinon, le patient ne va pas survivre. Il va être mis en question. Et c'est imaginable dans la prochaine millénaire, dans 500 ans, peut-être l'équitation n'existait plus. Il y avait une époque où les humains, des vrais babas, ils sont même montés sur le dos des animaux. Mais maintenant, on ne fait plus ça.
Et donc, OK, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est correct de mesurer le rôle super serré et tout ça? Mais il faut arrêter tout ça. Il faut poser la question. Est-ce qu'on est cruel et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que ce n'est pas? Et donc, je pense que l'équitation éthologique doit jouer un vrai rôle. Je pense qu'il faut absolument séparer l'équitation éthologique de tout ce qui est pestacle. Spectacle, je n'ai pas de problème avec. Pestacle, c'est tous les chevaux qui s'assoient, qui font des jambes bêtes et tout ça. Ça, ce n'est pas l'éthologie. L'éthologie, c'est une science. C'est la compréhension scientifique de cet animal et son apprentissage. J'aime bien imaginer que dans le futur, tout le monde qui a un cheval sait qu'est-ce que c'est l'apprentissage, qu'est-ce que c'est désensibilisation, qu'est-ce que c'est le conditionnement d'une réponse, qu'est-ce que c'est conditionnement opérant, qu'est-ce que c'est conditionnement classique, qu'est-ce que c'est renforcement positif, qu'est-ce que c'est renforcement négatif. Dans le milieu professionnel, dans le chien, 80% de grands niveaux professionnels sait qu'est-ce que c'est renforcement positif, qu'est-ce que c'est renforcement négatif. Et 20% ne sait pas. Milieu équestre, même statistique inversée. Ça veut dire 20% sait qu'est-ce que c'est, 80% ne sait pas. Donc, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est un renforcement. Donc, il ne sait même pas comment motiver l'animal. Donc, on est dans un manque de connaissance sur cet animal énorme. Donc, il y a un énorme besoin que l'éthologie intègre dans l'équitation et que chaque cavalier, chaque personne qui travaille dans le show, le soigneur et tout ça. Il y a des écoles de soigneurs où il ne sait pas le process, toutes les différentes techniques de désensibilisation disponibles. Tout ce qui est masquage, toutes les différentes formes, manières de désensibiliser un cheval, à un piqûre, à la tondeuse, à l'anti-mouche. Et il ne sait pas toutes ces choses-là. C'est tragique, l'information existe. Quand l'information n'existait pas dans les années 80-90, de ne pas savoir comment faire, c'était acceptable parce que l'information n'était pas là. Maintenant que l'information existe, de ne pas accéder, utiliser l'information, c'est irresponsable. Et il y a les accidents et tout ça qui arrivent dû au fait que l'information est là, mais les gens n'écoutent pas. Donc, je pense que, ou par voie fédérale ou autre chose, il faut absolument que la connaissance amenée par l'équitation éthologique, je ne parle pas de jambes bêtes et tout ça, je parle vraiment de la science, de l'apprentissage intègre dans l'équitation et devient partie intégrante de l'équitation de notre avenir. On est donc arrivé au terme de cette interview. Alors merci beaucoup Andy. Mon plaisir. Et du coup, il y a d'autres contenus qui vont arriver avec toi dans les prochains mois sur Animaiki. Donc j'espère que ça vous plaira. On va se laisser là pour aujourd'hui. Donc encore merci Andy. Grand plaisir. Et à très bientôt. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait quelques contenus concernant Andy Booth sur Animaiki, donc la vidéo pro dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai aussi présenté son livre, j'avais également fait un reportage sur son premier séminaire, donc la première édition du séminaire Horseman Science. Si jamais ces vidéos vous intéressent, je les liste dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez toutes les retrouver. Mais pour autant, j'avais pas encore fait de contenu un petit peu plus personnel avec lui. Et aujourd'hui, c'est chose faite. D'abord avec cette interview que vous avez pu découvrir, mais aussi on vous a réservé quelques surprises pour 2020, puisqu'on le retrouvera d'ici quelques mois dans plusieurs vidéos, notamment sur le terrain. Bien entendu, je tiens à remercier de tout cœur Andy Booth, Catherine, son épouse, et puis toute leur équipe pour m'avoir aussi bien reçue au domaine de Pinsac. Et puis bien entendu, merci à vous aussi, parce que sans la communauté d'Animaiki, clairement, je n'en serais pas là. Andy Booth, c'est vraiment un grand maître pour moi, c'est un personnage absolument incontournable en équitation de manière générale. Il a une expérience qui est énorme et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, que ce soit dans sa philosophie ou dans ce qu'il fait sur le terrain avec les chevaux. Je trouve ça absolument génial de l'écouter et de le regarder travailler. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à l'écouter et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera d'ici quelques mois pour d'autres vidéos avec Andy.